une contre-offensive ukrainienne qui se déroule bien avec des troupes en mouvement, je vous le disais, position par position. Ça, c'est le discours de Volodymyr Zelensky. Anna Maliar ajoute-t-elle dans son point quotidien que l'ennemi fait tout de même beaucoup d'efforts pour stopper l'avancée des troupes ukrainiennes, notamment du côté de Bakhmout, avec un ennemi qui avance aussi, dit-elle, dans le sud-est. Alors, est-ce que les Ukrainiens sont satisfaits de cette phase de la contre-offensive? On peut vraiment se poser la question, on va se la poser avec vous, Cécile Bartoli, après la prise de parole de quelqu'un de très important en Estonie, le chef de service des renseignements estoniens. Oui, Margot Grosberg, vous l'avez dit, c'est le chef du centre de renseignement des forces de défense estoniennes qui l'annonce. Nous ne verrons pas d'offensive au cours des 7 prochains jours. Les raisons, selon lui, eh bien d'un point de vue militaire, c'est tout à fait normal. Les Russes ont eu plusieurs mois pour fortifier la ligne de front dans les territoires occupés de l'Est de l'Ukraine, ce qui ralentit la contre-offensive. Il faut donc dans les prochains jours que les responsables militaires ukrainiens prennent du temps pour rechercher des points faibles dans ces lignes russes. Le colonel évoque aussi le côté méthodique des Ukrainiens qui veulent des opérations prudentes et discrètes car il manque d'hommes pour que la contre-offensive soit majeure. L'hypothèse d'une pause est aussi corroborée par le Wall Street Journal qui a écrit « Ces derniers jours, les forces ukrainiennes ont la plupart du temps interrompu leurs avancées, des avancées difficiles ». Le journal américain note que de nombreux véhicules ukrainiens ont été détruits ou endommagés. Et bien face aux difficiles percées ukrainiennes, le Wall Street Journal dit que le commandement ukrainien veut réévaluer ses tactiques. On vous le rappelle, les opérations de la contre-offensive se concentrent principalement dans le sud et dans l'est de l'Ukraine depuis le 4 juin, principalement dans 3 zones, le front de Zaporijjia, le sud de Donetsk et puis vers Bakhmout à l'est. Des zones où l'Institut de la guerre remarque que l'Ukraine n'a pas engagé la majorité des forces disponibles dans des opérations de contre-offensive et n'a pas encore lancé son effort principal, l'Institut qui s'aligne sur l'idée d'une pause, tout en précisant que les pauses opérationnelles sont régulières dans des grandes offensives. Cela ne signifie aucunement la fin de celle des Ukrainiens. Merci beaucoup Cécile. Général Paloméros, la progression est-elle si lente qu'on doit penser peut-être à réajuster sa manière de faire, sa prise de fonction opérationnelle justement dans cette guerre? C'est-à-dire que on a commencé par libérer très vite cette village, on a communiqué dessus. Là, il y a un 8e aujourd'hui, c'est ce que nous dit Anna Maliar. Néanmoins, c'est 113 km² seulement. Donc, est-ce qu'on a testé? On voit que ça ne fonctionne pas pour le moment, donc on va faire autrement? En fait, cette guerre, elle dure depuis 500 jours, peu ou prou. Et elle nous a prouvé que on était maintenant vraiment dans le dur du conflit. C'est-à-dire, cette durée, elle a entraîné aussi des effets, de la fatigue, d'un côté, des morts, évidemment, dont le nombre est difficile à mesurer, mais qui sont très importants. Et surtout, elle a donné aux deux parties, finalement, l'occasion, en quelque sorte, de s'aguerrir. Et ça, on est en train de le constater, évidemment, du côté des Russes, qui sont dans une position défensive qu'ils connaissent, qu'ils savent maîtriser. Ils ont eu le temps de s'organiser. Ce qui est assez étonnant, c'est que, finalement, tout ça se déroule sur l'ensemble du front, c'est-à-dire plus de 1000 km. Plus de 1000 km, c'est ça. Alors qu'on aurait pu penser qu'il y avait des parties du front qui étaient plus vulnérables. Non, mais il semble que ça ne soit pas le cas. Et ça, c'est la difficulté pour les Ukrainiens. C'est effectivement, et rien n'est surprenant dans ce qui est annoncé, ce n'est pas des pauses, en fait. C'est que les Ukrainiens, ils sont comptables de leurs hommes, ils sont comptables aussi des équipements. On a vu, ils ont des équipements, mais ils n'en ont pas pléthore. Donc, il faut qu'ils soient très vigilants vis-à-vis de tout ça. Ils ne mènent pas la guerre comme les Russes, ils ne mènent pas la guerre à coups de centaines de soldats qu'on envoie en première ligne. C'est pas ça leur idée. Et M. Zelensky n'a pas du tout cette stratégie en tête. Donc, c'est difficile. Alors maintenant, trouver les points faibles, ça, c'est pas simple. Les Russes, ils se défendent donc sur plusieurs lignes. Premier élément, ils ont miné évidemment une partie de... Eux, ils sont vraiment présents, semble-t-il, sur l'ensemble du front, et c'est ça un peu l'enjeu. Et ils utilisent maintenant aussi des moyens et des tactiques qui font déjouer les Ukrainiens. Par exemple, ils brouillent les communications, ils sont capables de brouiller les communications satellitaires. Et ça, évidemment, ça, en termes de précision, les munitions de précision qui sont utilisées, les drones ont besoin de ces communications. Ils sont aussi capables de mieux identifier les Ukrainiens. Ils ont des moyens de renseignement, visiblement, qui se sont améliorés. Donc, il faut s'attendre à ce que cette phase-là, elle soit assez longue, parce que l'Ukraine, soit elle est en train de peaufiner sa tactique,
ou alors elle remet en cause sa stratégie, en disant est-ce qu'on peut arriver au résultat politique, entre guillemets, à l'objectif recherché, ou est-ce qu'il ne faut pas, comme certains le préconisaient, concentrer sur un seul axe. Un seul axe, oui. Mais avec le risque, évidemment, de se faire déborder. Donc c'est extrêmement compliqué pour les Ukrainiens qui sont en train de mesurer que l'absence d'une aviation digne de ce nom est quand même un sacré handicap dans cette situation et qu'ils s'apprêtent à mettre en œuvre et à perdre beaucoup d'hommes et beaucoup d'équipements s'ils veulent vraiment atteindre leur objectif. C'est ça. Vous ne parlez pas de pause, vous utilisez quel terme alors du coup, si on ne parle pas de C'est l'évolution du conflit. Évolution logique du conflit. Toutes les guerres nous démontrent ça. Regardons ne serait-ce que la Deuxième Guerre mondiale, peut-être qui est celle qui se rapproche le plus de ce qu'on voit aujourd'hui. On a eu l'impression que le front avançait d'un seul coup, pas du tout. Les Allemands qui étaient sur la défensive ont retardé au maximum l'offensive des Alliés. Donc, c'est pas étonnant. Les Russes ont eu le temps de se préparer. Ils savent ce qu'ils ont en face d'eux. Ils ont bien évalué les forces et ils ont un nombre de combattants potentiels qui est extrêmement important. Rien d'étonnant, mais néanmoins, est-ce qu'il doit dire ça ? Je me posais la question, le chef du renseignement des services estoniens, parce que tout le monde dit « Oula, il ne faut pas parler ». Il y avait Pierre Servan qui disait là « Moins on en dit, mieux c'est ». Il prend un risque énorme à dire ça, comme par exemple aussi dans un autre registre, le ministre de la Défense allemand a pris un risque énorme en disant « On n'aura peut-être pas les moyens pour aller jusqu'au bout et vous fournir des chars Léopard ». C'est vrai que dans cette phase qui est extrêmement compliquée pour les Ukrainiens, moins on en dit, mieux on se porte. C'est certainement ce que pensent en tous les cas le général Zaloujny et Zelensky, parce qu'il faut donner évidemment le moins d'indications possible à l'ennemi. Sur l'affaire de la pause, ou en tous les cas de la réévaluation, il y a aussi quelque chose que les Ukrainiens regardent de très près, c'est comment se comportent les troupes russes en face et comment elles réorganisent leur dispositif. Ce que disait par exemple le maire de Melitopol, le maire ukrainien qui est aujourd'hui en exil, donc de cette ville du sud occupée, c'est que ce qu'on voit sur le terrain, et c'est ce que confirme d'ailleurs Jérôme Garot qui est dans le sud, c'est qu'il y a des vraies réorganisations localement des troupes russes avec des renforts qui sont envoyés notamment sur le front sud, le front de Melitopol, depuis toute cette zone qui était collée au Dniepr et qui a été inondée par le barrage de Kakhovka. Donc on voit bien là l'effet militaire qu'il y a eu après l'explosion de ce barrage qui est maintenant attribué à la Russie, si on en croit notamment la presse américaine, le New York Times, qui a vraiment étudié la question. Donc on voit que les troupes russes, n'ayant plus besoin de protéger ce flanc sur le Dniepr qui est maintenant totalement inondé, revoit le dispositif, renvoie des renforts dans le sud. Et ça aussi, c'est important pour l'état-major ukrainien. Il faut voir comment les Russes se comportent en face pour évaluer. Et on est peut-être dans cette phase-là aussi en ce moment. Alors, ce chef du service de renseignement estonien, il a fait aussi une estimation quant aux pertes de l'équipement occidental. Vous savez, ces fameux chars Léopard et Bradley, sur lesquels d'ailleurs communiquait le ministère russe de la Défense il y a une semaine sur ces destructions. On va y revenir parce qu'il y a encore d'autres images et d'autres destructions sur lesquelles il communique. Moins de 10%, nous dit-il, des équipements occidentaux auraient été perdus dans les opérations qui ont été menées jusqu'à présent, tout en reconnaissant que ce chiffre, il pourrait augmenter dans les prochaines opérations. Voici comment communique encore aujourd'hui, une semaine après, le ministère russe de la Défense. Regardez, là on communique sur la destruction de chars français. Écoutez. Les Français, bande de bâtards. Ça, c'est un temps qu'à vous, ça. Vous dites que la France, c'est le pouvoir. C'est ça que vous dites ? Réaction générale. Si on dit char français, déjà c'est un AMX-10RC, c'est ça ? Les AMX-10RC, oui, c'est des engins. Ceux qui vont très très vite, là. Blindés, qui vont vite, qui sont légers. Oui, dans une guerre, il faut s'attendre à perdre non seulement des personnels, mais du matériel. C'est une guerre d'attrition, maintenant on le sait. C'est une guerre d'attrition, c'est une guerre industrielle aussi. À quel rythme les uns et les autres vont pouvoir recompléter leur stock ? Et là, vraiment, pour les Occidentaux, aujourd'hui, c'est vraiment le débat. Et 10% de matériel perdu, selon lui, en 15 jours, c'est beaucoup ou pas ? D'abord, ce chiffre, je ne sais pas comment il a pu l'évaluer. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Je ne sais pas pourquoi ce colonel parle comme ça. Non, mais c'est vraiment étonnant. Parce qu'on n'a pas... Vraiment, les Ukrainiens n'ont pas besoin de ce genre de déclaration, me semble-t-il. Mais sur le ratio, ça vous paraît beaucoup ? Juste après, je referme la parenthèse. 10%, ça veut dire quoi ? C'est 10% sur quel type de matériel ? Si c'est des matériels légers, par exemple, il y a beaucoup de mines, donc ils peuvent perdre ou endommager, parce que ces matériels ne sont pas forcément perdus ad vitam aeternam, sauf s'ils sont saisis par l'adversaire. Donc, il y a des
des équipements qui sont réparables parce qu'ils sont de bonne qualité, les équipements américains, les équipements français. Donc, non, il ne faut pas s'exciter là-dessus, mais je suis assez sceptique sur ces chiffres parce que je ne vois pas comment aujourd'hui on peut vraiment les évaluer. Et en tout cas, on n'a pas besoin de ce genre d'éléments dans l'équation parce que en plus, on ne peut pas les attester. Personne aujourd'hui ne peut dire, peut-être que le colonel a des éléments que nous n'avons pas, mais si c'est 10% d'armement léger, c'est pas grave. Évidemment, si c'était 10% des chars... Alors lui, il dit 10% de l'équipement occidental. Hein. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez des... Et il évoque les pare-balles. Il évoquait les Bradley et les Léopards. Ouais. Les Léopards, ça serait plus embêtant, mais ça m'étonnerait que les Ukrainiens aient engagé un nombre de Léopards conséquent dans la profondeur et qu'ils soient... On les verrait d'ailleurs. Il y a eu des montages assez évidents des médias russes sur les Léopards, mais on n'en a pas vu beaucoup. Tout à fait, ça rappelle, excusez-moi, juste plutôt ce que a dit M. Poutine à propos qu'il sait exactement les chiffres de tanks, les chars qui étaient amenés par l'Occident et combien on était déjà abattus sur les lignes de front, combien il y avait des léopards parmi. Donc ça me paraît un peu bizarre cette information et je ne sais pas pourquoi ça sort aujourd'hui. Quel est l'enjeu de cela pour faire quoi? Emmanuel Véron, avant qu'on reparle de Vladimir Poutine, très vite, on va continuer cette guerre de la communication. Là, on communique sur la moindre destruction possible, le moins d'endommagement possible. Ça fait une semaine que les Russes ont commencé. D'ailleurs, les Ukrainiens le reconnaissaient. Hein. Quand Benoît Cristal va les voir, ils disent oui, c'est vrai que là, sur ce terrain de la communication, il y a peut-être un avantage aux Russes actuellement, hélas. Il va falloir qu'on se reprenne aussi. Oui, ça fait partie de la guerre informationnelle, ou en tout cas de l'instrumentalisation de l'information et de la manipulation de l'information. Et ça, les Russes ne sont pas les derniers, si je puis dire, puisqu'il y a une longue expérience des services russes, KGBistes et post-KGBistes, pour manipuler l'information. Ça fait partie de l'ensemble de la guerre. Et sur les pertes, on peut s'interroger effectivement pourquoi des déclarations de ce chef de ce service de renseignement militaire estonien, cet officier, ça pose question, indépendamment du fait qu'il vient confirmer un certain nombre de sujets que l'on sait par ailleurs sur la fortification. Regardez, on voit le SIG République française, on l'a vu sur un papier, là, les chars AMX 10 RC qui seraient détruits. Est-ce qu'il va falloir une réponse de la France? Est-ce qu'il va falloir à un moment que la France communique aussi? Ou la technique, c'est de rien dire, mais les mots sont assez durs quand même, hein, les mots fleuris employés par ces soldats russes? En tous les cas, l'une de nos équipes qui est sur le terrain, sur ce front sud, avec lequel je discute, confirmait que la brigade qu'il suivait avait perdu certainement 2 AMX 10 RC. Donc il y a des pertes, il y a des pertes de toute manière dans le matériel occidental. Mais j'ai envie de dire, les Occidentaux s'y préparent et savent qu'une guerre, forcément, il y a de la casse dans le matériel. Ce qui est important, c'est de préserver déjà les hommes au maximum. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vu ces derniers temps. C'est-à-dire que c'est vrai que le matériel occidental, les chars notamment, peuvent sauter sur les mines. Mais la plupart du temps, les hommes, les soldats qui se trouvent à l'intérieur, les vies sont sauves. Et c'est ça aussi qui est important. Après, c'est vrai que ce chiffre de 10% va certainement faire réfléchir dans les chancelleries occidentales. C'est une évidence parce qu'il va falloir prévoir la suite. Mais encore une fois, on la prévoit la suite. Quand Thierry Breton donne une interview dans la presse française, donc commissaire européen qui s'occupe de la défense et qui dit que tout un plan est mis en place pour qu'il y ait 1 million de munitions, notamment de gros calibre, qui soient livrées et fait sur place en Europe et livré aux Ukrainiens dans l'année, c'est bien la preuve qu'il y a une prise de conscience que cette question de la logistique, de l'approvisionnement en matériel va être décisive pour les mois à venir, parce que tout ça va durer longtemps. Une prise de conscience, mais est-ce que ça peut nous faire réfléchir dans les populations occidentales qui voient ça là? C'est destiné à nous, en fait, à nous, occidentaux. Aussi, regardez ce qu'on fait de vos chars. Aussi, oui, pas uniquement. A priori, il y a la cible première est probablement l'Ukrainien, les troupes ukrainiennes et la population civile ukrainienne, y compris l'état-major, Zelensky, etc. Mais effectivement, en toile de fond, vous avez raison, Anne, c'est bien évidemment les opinions occidentales ou les décideurs en Occident. Et pour revenir sur ce que le général Palomero disait, c'est la question du rythme industriel. C'est-à-dire qu'à côté américain, il y a une saturation dans la construction de matériel, dans l'assemblage, etc. C'est les 3-8. Et en Europe, avec un rythme beaucoup moindre, beaucoup moins intense, parce que c'est une question industrielle, de capacité industrielle. L'Europe est moins costaud, si je puis dire. Et donc là, par rapport à cette saturation, la livraison de matériel et le front, comme on le voit, il y a un véritable besoin de faire plus, mais comment? C'est ça le problème. Donc, livraison, on revient au même sujet, livraison de matériel qui n'ont pas déclassé, mais qui est dans des hangars, etc. Donc, question des avions de chasse, question d'autres matériels, question éventuellement d'autres blindés, et encore des munitions, et encore des armes à feu, etc. etc.